Je parle- Vous m'entendez vraiment pas? Si, là, vous m'entendez. Ouais, voilà. Donc, mesdames et messieurs, donc je suis ravie d'être là ce soir et je suis agréablement surprise, effectivement, de vous voir aussi nombreux malgré les rigueurs de l'automne. Je remercie tout d'abord Monsieur Bernard Langlois et l'Association des Amis du Musée de l'Imprimerie de Lyon d'avoir eu l'obligeance de m'inviter ce soir à présenter une conférence sur le rôle, la production et la symbolique des globes terrestres et célestes à l'époque moderne. Très tôt dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de m'intéresser à ces objets, en particulier à l'occasion d'une petite exposition que nous avions présentée à la Bibliothèque nationale en 1995, qui s'intitulait «Le globe et son image», et dans laquelle nous nous étions focalisés sur la symbolique véhiculée par ces objets de l'Antiquité à la fin de l'époque moderne. Plus tard, en 2006-2007, lorsque les grands globes de Coronelli, dont vous voyez à l'écran le terrestre, ont été installés sur le site François Mitterrand de la BNF, où on peut toujours les voir aujourd'hui. Donc on a organisé un colloque à ce moment-là et publié un ouvrage spécifiquement dédié à ces globes. Et plus récemment, en tant que commissaire, co-commissaire d'une exposition présentée successivement au Louvre à Abu Dhabi et à la Bibliothèque nationale en 2018 et 2019, intitulée Le monde en sphère. Vous avez ici l'album de l'exposition. Cette exposition retraçait l'histoire du modèle sphérique de l'univers conçu par les Grecs anciens et incarné pendant plus de 2000 ans par les globes et les sphères armillaires. Donc ce soir, avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons quand même par une introduction qui vous expliquera pourquoi je me suis focalisée sur cette période de la Renaissance aux Lumières, même si je vais remonter dans le temps pour expliquer comment on en arrive à la période qui m'intéresse particulièrement, et que je vais aussi m'intéresser à des périodes postérieures. Donc les globes, qui sont devenus aujourd'hui des objets tout à la fois omniprésents, très familiers et très ordinaires, ne l'étaient pas à l'aube de la Renaissance. C'est une chose donc, que j'ai pu constater très rapidement en prenant mes fonctions au département des cartes et plans il y a une trentaine d'années. Ce département conserve plus d'une centaine de globes antérieurs à 1900, de toute taille, à commencer par ces grands globes de 4 mètres de diamètre offerts à Louis XIV en 1683 et qui sont l'œuvre d'un cosmographe italien, le père Vincenzo Coronelli. Donc, à l'exception d'un globe céleste arabo-koufique produit en Espagne à la fin du XIe siècle et d'une copie manuscrite du plus ancien globe terrestre conservé, on y reviendra, le globe de Martin Behaim, daté de 1492, aucun des globes de la Bibliothèque nationale, qui possède pourtant l'une des plus belles collections au monde, n'est antérieur au XVIe siècle. Donc, quoi qu'imaginer et fabriquer dès l'Antiquité grecque pour incarner l'hypothèse de la sphéricité du monde, ces objets ne connaissent un réel âge d'or que bien plus tard, en Europe occidentale, à la Renaissance et dans les siècles qui suivent. À tel point que dans l'exposition Le monde en sphère, on avait consacré la partie qui était dédiée à cette période-là, on l'avait appelée le triomphe des globes, ou le triomphe du globe. Produit alors en grand nombre, largement diffusé dans la société, commenté et expliqué dans de nombreux traités de cosmographie, les globes s'imposent alors comme des instruments indispensables dans le cabinet de l'astronome astrologue ou du géographe, dans les écoles de navigation et à bord des navires, dans les collèges et les universités, mais aussi comme ornement dans les galeries des rois, des princes, les bibliothèques des papes, des prélats, dans les officines des banquiers et des marchands, ou encore dans les intérieurs de simples lettrés épris de connaissances. Leur image envahit également le livre, les estampes, la peinture, les arts plastiques, et elle est porteuse d'une symbolique riche et polysémique. Pourquoi et comment fut possible un tel engouement? Quelles en sont les ambiguïtés, voire les paradoxes? Je vous propose une conférence pour explorer cette période particulière et ces problématiques. Je vous propose une conférence structurée en 3 parties.
Quel rôle essentiel ces objets ont joué à partir de la Renaissance dans la compréhension des transformations de l'imago mundi qui se jouent alors? Quelles innovations dans la production des globes ont permis d'en assurer une large diffusion et en quoi ces innovations présentent un caractère, me semble-t-il, un peu paradoxal? Et enfin, comment la symbolique des globes dans les arts graphiques s'est renouvelée et enrichie, se teintant d'une ambivalence inédite. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout va bien pour le moment? Il y a... Ok. Donc, intéressons-nous donc quelques éléments de contexte pour commencer cette conférence. Les globes ont été conçus et fabriqués dès l'Antiquité gréco-romaine, comme je le disais, mais on en conserve fort peu de cette période, en dehors de la sphère céleste portée par le fameux Atlas Farnèse, qui date du IIe siècle après Jésus-Christ et qui est conservé aujourd'hui au musée de Naples, et de quelques sphères métalliques de petit format. La première mention d'un globe céleste apparaît au IIe siècle après Jésus-Christ dans l'œuvre du poète Aratos de Soli, qui s'intitule Les Phénomènes, où il décrit une sphère céleste réalisée au IVe siècle par un disciple de Platon, Eudoxe de Cnide. Quant au globe, vous avez sur l'image un petit globe qui est aujourd'hui, celui-ci, un petit globe céleste de 6 cm de diamètre, un petit peu comme une boule de pétanque, qui est à ce jour le plus ancien globe céleste conservé. Il a été retrouvé en Turquie et il a été daté du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et il illustre ce poème d'Aratos de Soli, Les Phénomènes. Quant au globe terrestre, d'après Strabon, le premier aurait été confectionné au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ par un stoïcien, Cratès de Malos. Il s'agissait, on ne le conservait pas, il s'agissait d'un globe terrestre de grand format, montrant, le petit schéma ici vous l'indique, montrant la Terre partagée en 4 masses terrestres habitables, dont le fameux œcumène antique. Et ces 4 masses terrestres habitables étaient séparées par un double anneau océanique. Au IIe siècle après Jésus-Christ, le savant d'Alexandrie, Claude Ptolémée, propose la synthèse des connaissances astronomiques, géographiques et astrologiques accumulées en Grèce depuis plusieurs siècles dans 2 traités principaux. L'Almageste, qui donne le catalogue de quelques 1000 étoiles réparties en 48 constellations, la géographie, qui offre un ensemble de définitions et des outils pour construire la carte du monde, en particulier plusieurs systèmes de projection et un vaste répertoire de noms de lieux. Transmis au monde islamique dès le IXe siècle, ces traités seront la base des connaissances géographiques et astronomiques en Orient comme en Occident pendant plus de 1500 ans. Traduite tardivement en latin, au seuil du XVe siècle, la géographie de Ptolémée connaît alors une extraordinaire diffusion sous forme manuscrite d'abord, puis imprimée. C'est le premier texte géographique imprimé en 1477 à Bologne. Et cette diffusion conjuguée avec les premiers voyages de découverte ibérique agit comme un puissant stimulant intellectuel dans les milieux savants et suscite la réalisation des premiers globes terrestres en Occident. L'engouement que connaissent les globes à partir de la fin du XVe siècle a plusieurs explications. La première, c'est que les globes constituent un outil d'appréhension des découvertes astronomiques et géographiques qui sont en train de se réaliser au XVe et au XVIe siècle. Le premier rôle des globes terrestres a été d'enregistrer les connaissances accumulées au cours des voyages d'exploration maritime réalisés par les puissances ibériques au XVe siècle. Si l'on ne conserve aucun globe terrestre de l'Antiquité, l'explication, à contrario, semble assez évidente en fait. L'œcumène antique, le monde habité, donc, est connu, qui était réduit aux 3 continents que sont l'Europe, l'Afrique et l'Asie, et qui ne s'étendait, d'après Ptolémée, que sur 180 degrés de longitude, n'occupait
qu'un peu plus de la moitié d'un hémisphère terrestre. La troisième projection que vous avez à l'écran, la troisième projection de Ptolémée, qu'il décrit dans sa géographie, suffisait donc à montrer l'étendue de l'œcumène, et il n'était pas besoin de réaliser une sphère qui, pour montrer les détails de cette partie du monde, aurait dû être forcément très grande et aurait été coûteuse et difficile à réaliser. Donc le globe terrestre existe dans la documentation, mais on n'en conserve pas, et il est fort probable qu'on en a réalisé très peu ou quasiment aucun, en dehors de celui qui est mentionné par Strabon. En revanche, dans la seconde moitié du XVe siècle, les horizons s'élargissent à un rythme accéléré au gré des voyages de découverte ibérique, faisant éclater le canevas de cette map monde de Ptolémée. Et mieux que les cartes issues de projections forcément déformantes de la sphère sur un plan, les globes terrestres étaient capables de localiser fidèlement les nouvelles terres découvertes et de montrer l'évolution des hypothèses sur la configuration des terres, permettant de révéler l'extension progressive de l'œcumène à la surface de la Terre tout entière. La meilleure illustration de cet usage nous est donnée par le plus ancien globe terrestre conservé, daté de 1492. Vous avez ici une copie qui a été réalisée au milieu du XIXe siècle, qui est manuscrite et qui est d'excellente qualité, conservée à la Bibliothèque nationale. L'original est, lui, conservé au musée de Nuremberg, mais en bien moins bon état. Donc ce globe terrestre donne à voir le monde tel qu'il était conçu en Europe avant la découverte du Nouveau Monde. Il représente l'Afrique dans toute son étendue, y compris sa pointe australe, qui a été contournée en 1488, comme vous le savez, par le Portugais Bartolomeu Dias. Mais ce globe ne représente pas encore l'Amérique. Donc il illustre bien en fait les hypothèses cosmographiques que pouvaient avoir les Portugais et les Espagnols avant la découverte de l'Amérique, et qui se basaient sur la géographie de Ptolémée. La géographie de Ptolémée avait deux grandes caractéristiques. Elle sous-estimait la circonférence de la Terre et elle surestimait l'extension en longitude de l'œcumène. Et donc, on peut dire que c'est sans doute cette sous-estimation de la circonférence et la surestimation de l'Eurasie qui a amené finalement Christophe Colomb à imaginer de rejoindre l'Asie en utilisant la voie maritime de l'Ouest. Donc ce globe, je ne sais pas si je l'ai encore dit, a été réalisé donc à Nuremberg par un marchand, Martin Behaim, qui était bien informé des découvertes portugaises, mais avant le premier voyage de Christophe Colomb. Autre exemple, de peu postérieur, c'est ce petit globe de 24 cm de diamètre, qu'on appelle le globe vert, qui est daté de 1506 et attribué au géographe Martin Waldseemüller, que les historiens de la cartographie connaissent bien parce que Martin Waldseemüller, qui était actif au gymnase de Saint-Dié, est celui qui a baptisé en fait l'Amérique. C'est à lui, à son erreur, il était informé des découvertes à travers les récits de voyage d'Amerigo Vespucci, et il lui a attribué finalement la découverte de l'Amérique, ce dont il s'est repenti plus tard, mais le mal était fait, et l'Amérique a été baptisée en l'honneur d'Amerigo Vespucci. Donc ce petit globe vert, on l'attribue à Martin Waldseemüller et on le date de 1506. Et donc c'est l'un des tout premiers globes à représenter l'Amérique comme un continent distinct. Le mot « America » y figure 3 fois à différents endroits. Et tout comme le globe de Martin Behaim, il minimise la circonférence de la Terre, et de ce fait, il ne fait pas sa place à l'océan Pacifique. Et vous avez donc un détail qui vous montre que le Japon de Marco Polo, le fameux Cipango, est une grande île qui voisine directement l'Amérique du Nord, qui est tout juste esquissée.
Je ne sais pas si vous voyez bien ce dont je veux parler. Donc là, vous avez le continent nord-américain qui est simplement esquissé. L'Amérique du Sud est bien mieux représentée, mais elle est cachée par le support. Et là, vous avez un détail qui donc vous montre l'Amérique du Nord, où le nom America figure à la verticale. Et juste à côté, vous avez une île qui est le Cipango de Marco Polo. Et l'océan Pacifique n'a pas encore sa place sur ce globe. Voilà. Mais on voit bien, en fait, comment le globe terrestre a permis, finalement, de sortir des limites de l'ammapement ptoléméenne et a constitué une aide précieuse aux géographes cosmographes pour appréhender ce que l'on commence à nommer alors le globe terraque, qui est un terme qui combine terra et aqua du latin et qui désigne en fait le globe terrestre, un globe terrestre qu'on commence à voir émerger, où finalement les terres et les eaux se mélangent sans ordre apparent, contrairement au globe de Cratès dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui imaginait 4 masses continentales avec des océans qui les séparaient et non pas des terres dispersées à la surface du globe avec finalement ce manque de symétrie qui va se révéler être la géographie du monde. Le globe terrestre va être apprécié pour ses propriétés, pour des propriétés qui sont soulignées par un mathématicien, le mathématicien du duc de Lorraine, Jean Loss, qui est aussi l'auteur d'une paire de globes. Et je vous le cite. Le globe terrestre tient le premier rang en perfection comme représentant mieux que nul autre la masse des terres et des eaux. Aussi, comme sur un modèle exactement bien fait, on peut prendre au juste les mesures de l'ouvrage fait ou à faire. Ainsi, sur le globe terrestre figuré, se trouvent les mesures de la superficie de la Terre et des eaux. Donc, on peut dire que ce qu'on apprécie dans le globe, c'est effectivement sa capacité à être un modèle réduit du globe terrestre naturel. Le rôle d'enregistrement des nouvelles connaissances est aussi la fonction première remplie par le globe céleste. Pendant des siècles, en effet, le nombre des étoiles et des constellations était resté globalement fixe, conforme au catalogue figurant dans l'Almageste, dénombrant 1022 étoiles regroupées en 48 constellations. Sur la diapo, à gauche, vous avez un grand globe, il fait plus de 69 cm de diamètre, c'est le globe d'Écouan, et il est une bonne illustration du contenu en fait, de l'Almageste de Ptolémée. La découverte de nouvelles étoiles dans l'hémisphère sud par les navigateurs européens, étoiles qu'on ne pouvait pas observer depuis l'hémisphère nord, et la mise au point de la lunette astronomique au début du XVIIe siècle vont permettre de modifier et d'enrichir sensiblement ces données héritées de Ptolémée. Ce mouvement de mise à jour est initié au milieu du XVIe siècle, d'abord sur le globe de Mercator, qui rajoute des constellations pour intégrer des étoiles qui étaient restées externes dans le système classique de Ptolémée. En 1584, Tycho Brahe réalise dans son observatoire à Uraniborg un grand globe céleste qui intègre ses propres observations. Et peu après, l'astronome hollandais Petrus Pensius fut le premier, en 1589, à proposer de nouvelles constellations pour intégrer les étoiles découvertes par les marins autour du pôle Sud. Ces nouvelles constellations sont figurées pour la première fois sur un globe céleste publié par un éditeur hollandais, Jodocus Hondius, à Amsterdam en 1600. Jodocus Hondius qui se présentera, il rachète les cuivres de l'Atlas de Mercator et il se présentera comme son successeur. Le globe terrestre est apparu aussi au XVIe siècle comme une solution aux problèmes de navigation
Donc, vous avez, je passe peut-être un peu trop vite, le globe qui est situé donc à droite de la diapo. C'est à votre gauche, en fait. C'est ma droite et c'est votre gauche. C'est le contraire. C'est le fameux globe de Jodocus-Hondius sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Le globe terrestre est apparu aussi au milieu du XVIe siècle comme une solution aux problèmes de navigation posés par l'utilisation des cartes nautiques planes. Pour la navigation au long cours, la conformité des directions et des distances préservées sur les globes est en effet primordiale. Mercator, en faisant figurer le premier sur un globe imprimé, les rhombes loxodormiques, c'est-à-dire ces droites qui coupent tous les méridiens sous un même angle et qui permettent aux marins de tracer une route à cap constant. Donc il est le premier à représenter ces rhombes loxodormiques et il y adjoint un quart de cercle amovible dans son globe terrestre qui est daté de 1541. Il se propose donc d'en faire un instrument de navigation. De fait, le globe terrestre connaîtra un certain usage nautique, en particulier en Angleterre, dans le dernier tiers du XVIe siècle, puis aux Pays-Bas. Cependant, son utilisation va s'avérer malaisée en raison de sa fragilité et de sa petite échelle. Son usage devient donc moins fréquent dans les navires que comme outil pédagogique utilisé dans les écoles de marine pour exposer les connaissances cosmographiques essentielles à la navigation. Et donc ce frontispice qui introduit le flambeau de la navigation, un atlas nautique du XVIIe siècle, représente donc la formation des marins par des astronomes cosmographes et qui, on les voit effectivement réunis autour de deux globes, un globe terrestre et un globe céleste, pour recevoir en fait les rudiments de cosmographie qui sont utiles à la navigation. De fait, c'est l'intérêt didactique du globe pour l'explication des principes de l'astronomie et de la géographie qui va primer et assurer la diffusion et l'usage du globe auprès du grand public. Très tôt, les globes ont été équipés de différents accessoires, un méridien mobile, une table d'horizon, un cercle horaire, une boussole, je reviendrai sur ces éléments, qui faisaient d'eux de véritables instruments cosmographiques. Leur utilisation est attestée dès la fin du XVe siècle dans les universités allemandes, où certains maîtres spécialisés, tels Konrad Celtis, avaient conçu des globes à ces fins pédagogiques. Plus largement, ils trouvent leur place comme instrument de démonstration dans une science cosmographique qui est ouverte aux non-spécialistes, comme en témoigne la publication du Cosmographicus Liber de Pierre Appian en 1524, ou les principes d'astronomie et de cosmographie de Gemma Frusius en 1530. Ces deux traités connurent de nombreuses éditions dans différentes langues et touchèrent un large public de lettrés. Les globes étaient porteurs d'une mine d'informations et leur appareillage autorisait un usage plus étendu qu'aujourd'hui, qui était expliqué dans de petits traités pratiques désignés sous le titre d'usage des globes et qui existaient en différentes langues. Grâce aux globes, on pouvait en effet résoudre ou expliquer des problèmes d'astronomie pratique, tels que les levées et couchers des étoiles, l'alternance du jour et de la nuit, l'alternance des saisons et la variation de la longueur du jour, la diversité des climats, etc. On pouvait aussi expliquer les différents systèmes cosmographiques qui ont émergé avec la remise en question de l'héritage de Ptolémée. Donc le système de Copernic d'abord, le système de Tycho Brahe qui est un mixte de Ptolémée et de Copernic, et plus tard le système de Descartes. Et bien sûr, le globe terrestre permettait bien sûr de présenter les grandes caractéristiques de la géographie physique du globe et sa géographie politique.
Donc le globe avait de multiples usages et on voit dans cette gravure du XVIIIe siècle qu'on ne conçoit pas une leçon de géographie sans une paire de globes. C'est un outil indispensable dans l'instruction des enfants et des étudiants. Donc pour conclure cette première partie, on voit que grâce au globe artificiel, qu'il soit terrestre, c'est comme ça qu'on l'appelle, le globe artificiel, terrestre ou céleste, les Européens se sont représentés comme au vif les terres et les étoiles nouvellement découvertes. Le globe, en tant que modèle réduit de la Terre ou du ciel, possédait sur les planisphères un atout pédagogique indéniable, qui est souligné au XVIIe siècle par l'ancien maître de mathématiques de Descartes, qui s'appelait Jean-François. Je le cite: le globe artificiel, par la parfaite similitude qu'il a avec le naturel, sert grandement à l'imagination, qui n'a qu'à agrandir les dimensions de l'artificiel qu'il a devant les yeux et entre les mains pour arriver au naturel. Et plus loin, il ajoute: la connaissance en nous procède du sensible vers l'abstrait. Nos globes découvrent à nos yeux, et des yeux font passer à notre imagination, et de celle-ci à nos esprits, tout ce qu'ils figurent. J'en viens à la deuxième partie, où je vais m'intéresser à la production des globes, et qui va faire le lien avec l'invitation dont j'ai bénéficié ici, puisqu'on va pouvoir toucher à des questions d'imprimerie. Donc, comment les globes étaient-ils construits? Par quel procédé les coordonnées des étoiles et des lieux étaient-elles inscrites sur une sphère? Les premiers globes étaient des exemplaires uniques, sculptés dans la pierre, comme c'est le cas de l'Atlas Farnèse, gravés sur une sphère métallique. Vous avez à l'écran un globe arabo-koufique du XIe siècle, gravé sur cuivre, et un globe terrestre du XVIe siècle, également gravé sur cuivre. Ou bien, troisième solution, des globes peints sur des sphères constituées de matériaux variés, du plâtre, du papier mâché, etc. Et vous avez donc le globe vert sur lequel j'ai déjà dit quelques mots tout à l'heure, au centre de l'image. Avant le XVIe siècle, en Occident, on ne connaît pas d'autres instructions sur la manière de construire un globe que celles qui sont fournies par Ptolémée dans l'Almageste et la géographie. Ptolémée y apporte des indications sur la manière de construire matériellement la sphère et comment procéder pour y reporter soit la position des étoiles, soit celle des lieux géographiques directement. Je ne vais pas m'étendre vraiment sur ces méthodes qui font appel, qui sont assez techniques et qui font appel à des notions un peu mathématiques, mais je vais vous en donner les grandes lignes. Donc, pour le terrestre, une fois la sphère confectionnée, Ptolémée préconise d'y ajouter un demi-cercle mobile à section carrée, passant par les pôles et gradué à partir de son milieu de 0 à 90 degrés. Cet anneau permet de tracer les méridiens. On dessine ensuite l'équateur, gradué par moitié de 0 à 180 degrés. À l'intérieur du cadre de latitude et longitude ainsi déterminés, on peut inscrire les toponymes en fonction de leurs coordonnées géographiques. Pour le céleste, on procède de manière un peu plus complexe en traçant deux grands cercles perpendiculaires divisés en 360 parties, dont l'un représente l'écliptique, qui est le cercle figurant la course apparente du Soleil dans le ciel. C'est en effet en fonction de l'écliptique, qui est représenté à l'écran, sur le schéma, et non de l'équateur. C'est donc en fonction de l'écliptique et non de l'équateur que sont définies les coordonnées des étoiles. Il y a d'autres éléments qui permettent de compléter la construction du globe céleste, sur lequel je ne vais pas m'étendre.
qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, chaque lieu ou étoile est placé sur la sphère selon ses propres coordonnées, en puisant dans les bases de données que constituent l'Almagest et la géographie, qui fournissent en fait des répertoires d'étoiles et de noms géographiques définis par leurs coordonnées géographiques ou leurs coordonnées stellaires. Dans Ptolémée, il n'est pas question de projection. On construit la sphère directement à partir de ces cercles qui sont ajoutés à la sphère. On ignore si les premiers auteurs de globes suivirent fidèlement les instructions de Ptolémée ou s'ils se servaient d'une esquisse préalablement dessinée à plat. Quoi qu'il en soit, outre la confection de la sphère, le report des données devait être assez long et délicat. Or, l'extrême popularité à l'époque moderne des globes n'aurait pas été possible si les globes n'avaient pas pu être reproduits en série et donc à moindre coût, à l'instar des textes, des cartes et des images. De fait, au seuil du XVIe siècle est mis au point une technique d'impression des globes par fuseau. La carte du monde dessinée à plat selon une projection formée de 12 à 18 fuseaux, ça dépend de la taille du globe, était gravée sur bois ou sur cuivre, puis imprimée sur une feuille de papier. Les fuseaux pouvaient ensuite facilement être découpés et collés sur une sphère qui était elle-même confectionnée le plus souvent en carton. J'y reviendrai. C'est Martin Walser-Müller, le fameux géographe de Saint-Dié, qui fournit le premier exemple de ces globes en fuseau dans sa célèbre Cosmographia Introductio, parue en 1507. Un professeur de mathématiques au gymnase de Nuremberg, Johannes Schöner, confectionna, selon la même technique, une paire de globes quelques années plus tard, en 1515-1517. Il est considéré par les historiens comme le premier manufacteur de globes. Nous n'avons pas les fuseaux de Johannes Schöner, mais nous avons d'autres fuseaux réalisés à Ingolstadt en 1518 qui sont de peu postérieurs. Essayons d'aller un peu plus loin dans la compréhension des procédés de fabrication des globes imprimés et en nous intéressant tout d'abord à la construction des fuseaux. On observe ici donc un premier paradoxe, perçu par les contemporains, comme nous l'avons vu, comme de fidèles modèles réduits, permettant de représenter sans déformation la Terre ou le ciel. Les globes n'en sont pas moins réalisés, tout comme les planisphères, par le biais d'une projection de la sphère sur une surface plane. La première description de ce procédé technique est publiée en 1527 par l'humaniste et polymathe suisse Henricus Glareanus, dont vous avez à l'écran une planche qui est extraite de son De Geographia Liber, donc je l'ai déjà dit, paru en 1527. Il fournit des instructions assez précises pour la construction générale des fuseaux, mais il ne donne pas d'indication sur la manière d'y tracer les méridiens ou les parallèles. Au XVIIIe siècle, le géographe français, géographe du roi Didier Robert d'Auvegondi, dans un article de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, consacré au globe, qui est illustré de plusieurs figures, apporte des éléments plus précis sur la construction géométrique de ces globes. Mais on n'a toujours pas de formalisation mathématique. Le géographe danois Conrad Maltebrun, un demi-siècle plus tard, dans son précis de géographie universelle paru en 1812, décrit brièvement le procédé. Je ne vais pas vous le lire, ce serait un peu long et fastidieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ajoute, après avoir donné l'explication de la construction, il ajoute de façon un peu laconique « Ce procédé n'est qu'un mécanisme approximatif qui facilite la fabrication des globes et qui ne mérite pas que nous en disions davantage. Exprimons seulement le vœu de voir quelques mécaniciens habiles inventer des moyens propres à donner à la gravure des globes plus d'exactitude en leur conservant l'avantage de la multiplication des exemplaires. » En fait, de fait, quand on fait un petit peu des recherches sur ces systèmes utilisés
pour dresser les fuseaux dans la littérature des historiens de la cartographie, il y a on trouve très peu d'éléments. Donc, je me suis projetée un petit peu dans le temps et j'ai trouvé dans un manuel de projection cartographique qui date de 1995, et qui est l'œuvre de Leg Bukajewski et John Snyder, j'ai trouvé quand même des éléments sur ces projections. Et dans cet ouvrage donc, qui est de la fin du XXe siècle, on rappelle les deux procédés qui existent alors. La méthode traditionnelle, donc par application sur une sphère de fuseaux et de calottes polaires. Et cette méthode traditionnelle, on a des informations complémentaires, c'est qu'on utilise dans le cas des fuseaux une projection polyconique qui a été formalisée mathématiquement au XIXe siècle et une projection azimutale équidistante pour les calottes. Il y a une autre méthode qui est évoquée et qui aurait été développée dans les années 30, plus exactement en 1928 en Russie, qui consiste à appliquer sur un globe 2 cartes en projection azimutale équidistante à partir d'un film capable de s'étendre de façon uniforme en longitude et en latitude. Et c'est cette seconde technique qui a été utilisée, a priori, le plus souvent dans la seconde moitié du XXe siècle, notamment en Amérique et en Allemagne, comme le montre cette diapositive qui expose donc un brevet déposé aux États-Unis pour la réalisation des globes selon ce procédé. Et l'image suivante qui montre la production de globes chez le grand éditeur allemand Columbus Verlag, probablement dans les années 60 ou 70. Donc si l'on est capable de définir par le calcul les techniques de production des globes, on construit néanmoins toujours ces globes par le truchement d'une ou plusieurs représentations planes appliquées sur une sphère. Il s'agit donc toujours de modèles 3D reconstitués a posteriori. C'est un détour par la projection à plat qui n'avait pas été envisagé par Ptolémée dans ces deux traités. Intéressons-nous maintenant à la construction mécanique des sphères. Pour fabriquer la sphère sur laquelle seront collés les fuseaux imprimés, les techniques ont peu évolué du XVIe au XIXe siècle. Les premiers textes qui en donnent une idée ne datent que du XVIIIe, et c'est principalement Didier Robert de Vaugondy, que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer ici, qui donne les explications les plus détaillées dans son article sur les globes paru dans l'Encyclopédie en 1757. Je vais résumer. Le globe est composé d'un axe qu'on appelle l'os de mort, qui peut être simple ou à rayon. Il est représenté ici, donc ça peut être un axe simple, et pour les globes qui sont plus grands, on lui adjoint des rayons. Il est composé de 2 hémisphères en carton ou en papier mâché. Vous en avez donc, c'est une gravure postérieure, mais on ne conserve pas de documentation du XVIIIe siècle, qui sont en carton ou en papier mâché, comme vous les voyez ici, qui sont reliés ensemble généralement à l'équateur et recouverts de plâtre. Pour faire les 2 hémisphères, il faut un moule qui est souvent une demi-sphère en bois. Je me reporte de nouveau à la planche de l'encyclopédie, sur laquelle on applique plusieurs couches de papier ou de carton fin, parfois de la pulpe de papier mâché. Avant de coudre ou de contrecoller les 2 hémisphères, on introduit l'os de mort que j'évoquais tout à l'heure, puis on recouvre la sphère de plâtre en répartissant celui-ci de façon égale sur toute la surface grâce à un demi-cercle en fer qui est représenté ici. Un demi-cercle en fer qui a exactement la taille que l'on veut donner à la sphère. Celle-ci est ensuite testée pour s'assurer de son parfait équilibre. Si ce n'est pas le cas, un sac de billes de plomb est ajouté pour la lester. L'opération qui consiste à monter les fuseaux gravés sur la sphère est assez complexe.
et demande une grande dextérité si l'on veut éviter les plis, les superpositions, les écarts entre les fuseaux. Il existe plusieurs types de fuseaux que vous avez à l'écran, des fuseaux pleins comme celui-ci, qu'on utilise surtout pour les globes de petite taille, des fuseaux coupés à 20 degrés d'épaule, des demi-fuseaux pleins ou coupés. Donc là, les demi-fuseaux sont imprimés tête bêche, là, ils sont imprimés dans la continuité. Et les demi-fuseaux coupés doivent être complétés par des calottes qui sont rajoutées au niveau d'épaule. Il est plus facile de monter des demi-fuseaux avec calotte que des fuseaux pleins. Donc, ce qui explique que pour les grands globes, en fait, on est plutôt utilisé cette technique-là. Une fois les fuseaux montés, on peut procéder à l'enluminure du globe qui doit souligner sans obscurcir les éléments saillants de la cartographie. Après l'enluminure, le globe peut être verni, ce qui le protégera de la poussière, mais avec le temps, celui-ci jaunit et devient parfois opaque. Pour être complet, un globe doit être appareillé, comme je l'ai évoqué précédemment, c'est-à-dire muni au minimum d'un cercle méridien. C'est ce cercle-là. Et placé dans un support. Le méridien est placé ici sur un support qui permet de le faire tourner et de l'incliner par rapport à la table d'horizon. Ce qu'on appelle la table d'horizon, c'est ceci. Certains globes, mais pas tous, sont équipés d'un cercle horaire, comme vous l'avez ici, et d'une boussole, comme vous le voyez à l'écran. Et tout cet appareillage permet en fait de les utiliser de façon beaucoup plus étendue qu'aujourd'hui et de résoudre un certain nombre de problèmes d'astronomie et de géographie et mathématiques qui sont expliqués dans ces petits traités que j'évoquais tout à l'heure, les usages des globes. Avec quelques diapos, je vais évoquer la production de ces globes imprimés du XVIe au XVIIIe siècle. L'énorme succès commercial que rencontrèrent les globes de Mercator, que vous voyez à l'écran, qui sont le terrestre est publié en 1541 et le céleste en 1551, contribua sans doute à imposer le modèle de la paire de globes, terrestre et céleste, qui sont produits et diffusés conjointement. Et cette diffusion conjointe perdurera jusqu'au début du XIXe siècle. Mais ce succès ne peut pas expliquer ce phénomène-là à lui seul. Si ce binôme s'est imposé avec autant de force, c'est sans doute que les deux sphères recouvrent à elles deux la totalité du champ de la cosmographie telle qu'on la conçoit au XVIe et XVIIe siècle, c'est-à-dire un savoir dont l'ambition est de considérer ensemble la Terre et le ciel. Or, ce savoir paraît essentiel aux hommes de la Renaissance et des siècles suivants. Pour mieux comprendre l'importance de la cosmographie, on peut citer Jodocus Hondius, qui est un des grands éditeurs de cartes et de globes à Amsterdam au XVIIe siècle. Donc, je le cite, « La cosmographie est la science du monde et de toutes ses parties. Dieu nous a colloqués sur la terre et au-dessous du ciel, afin que tantôt, en baissant la face, nous regardissions la terre, tantôt, en levant les yeux, nous contemplassions le ciel. En regardant en haut et en considérant cette admirable machine des sphères célestes, nous devenons astronomes, et en baissant nos yeux vers la terre et nous occupant à mesurer son étendue, nous sommes géographes. Par ces deux sciences, l'homme se rend digne habitant du monde et fait paroître qu'il ne dégénère point du lieu de son origine. » C'est une préface au lecteur dans le Nouveau Théâtre du Monde, un atlas publié à Amsterdam en 1639.
Donc ces deux sciences, la géographie et l'astronomie, et les objets qui incarnent ces deux sciences, mettent ainsi l'homme en position de comprendre un monde conçu comme l'œuvre du Créateur divin. La fin du XVIe siècle est marquée par la prise en main de la production par des fabricants établis à Amsterdam et par un véritable essor de la fabrication des globes. Tout au long du XVIIe siècle, la domination hollandaise est restée incontestée dans le domaine de la cartographie. Globe et Atlas sortaient des ateliers de fabrication de deux grandes maisons rivales, celle des Hondius-Janson et celle des Blaeu. Et cette production a inondé l'ensemble de l'Europe avec une gamme de globes vendus par paires dans différents formats. La diapositive ne me permet pas de montrer les paires, mais je vous ai montré les différents formats dans lesquels l'un des éditeurs, Blaeu, proposait ces globes tout au long du XVIIe siècle. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, la production s'essouffle aux Pays-Bas. De nouveaux centres de production apparaissent et à la fin du XVIIe, c'est le tour de Venise. En effet, après la réalisation des grandes sphères de 4 mètres de diamètre pour le roi Louis XIV, qui sont conservés donc à la Bibliothèque nationale, le moine vénitien Vincenzo Coronelli édite une gamme complète de globes de différents diamètres, allant de 3 pieds et demi, ce qui fait à peu près 108 cm, à 6 pouces, ce qui fait 16 cm, en passant par un globe de 1 pied et demi, 47 cm, voire des plus petits globes qui font 4 pouces ou 2 pouces. Donc il propose toute cette gamme de globes à une large clientèle européenne. Et aujourd'hui, les petits globes de Coronelli, donc ce que j'appelle les petits, mais qui sont en fait les grands globes imprimés, dont la Bibliothèque nationale a une paire, qui font donc plus d'1 mètre de diamètre, on les retrouve un petit peu partout en Europe. On a une demi-douzaine en France et il y en a dans tous les pays d'Europe. Le XVIIIe siècle est marqué par une nationalisation de la production. On édite de nouveaux globes, mis à jour en fonction des dernières découvertes et établis sur des bases plus scientifiques, tant aux Pays-Bas, donc la production se poursuit aux Pays-Bas, mais on en trouve également maintenant en Allemagne, en Angleterre et en France. Avant le XVIIIe siècle, la production française est quasiment inexistante. Elle débute véritablement autour de 1700 avec les globes d'un fabricant d'instruments scientifiques, Nicolas Bion, qui est aussi l'auteur d'un traité d'usage des globes. Et on trouve à la même période une paire de globes produite par un des grands géographes français du XVIIIe siècle, Guillaume Delisle. À l'écran, je n'ai retenu que quelques exemples. Une paire de globes publiée en 1728 par l'abbé Nollet, qui est un des grands fabricants d'instruments scientifiques du XVIIIe siècle, qui est au tout début de sa carrière quand il publie cette paire de globes, et une paire de globes dédiée au comte de Clermont et à la duchesse du Maine, et dont nous avons pu faire acquérir une paire il y a une dizaine d'années. C'est celle que vous avez à l'écran, qui provient en fait des ducs de La Rochefoucauld, qui a été et dont les piétements ont été réalisés par un ébéniste pour s'accorder avec la bibliothèque des ducs de La Rochefoucauld à La Roche-Guyon. Donc il y a la production des globes au XVIIIe siècle, c'est des globes de grand luxe en fait, qui peuvent s'adapter donc aux exigences d'une clientèle aristocratique. C'est des globes pédagogiques, et le grand globe que vous avez à l'écran, qui est un globe composite réalisé sur les instructions d'un géographe, Ed Mantel, ce globe
Donc les bouleversements suscités par les voyages de découverte dans l'imago mundi hérité de l'Antiquité et du Moyen-Âge, l'ébranlement des repères traditionnels ont fait du globe, au début du XVIe siècle, un véritable support des réflexions cosmographiques contemporaines. Mais sous ces diverses formes, globe terrestre ou céleste, sphère tripartie ou crucigère, portant la croix, sphère armillaire, le globe devient aussi une figure récurrente des arts graphiques en Occident de la Renaissance aux Lumières. La symbolique attachée à la représentation de ces objets s'enrichit, devient polysémique, voire ambivalente. Dès l'Antiquité, le globe est utilisé comme un symbole de l'univers et devient un attribut des dieux. Il apparaît très tôt aussi comme un attribut des empereurs romains pour exprimer tout à la fois leur souveraineté sur le monde et leur aspiration à la divinité. Sur cette diapositive, j'ai rassemblé donc 3 monnaies romaines qui sont particulièrement intéressantes. La première montre que, avant même l'établissement de l'Empire, le globe est utilisé sur les monnaies romaines, puisqu'on y voit Octave, après la bataille d'Actium, qui est un succès qui le rend maître de l'Empire romain, célèbre l'événement en se faisant représenter en Neptune. Et ce Neptune est représenté le pied posé sur un globe, ce qui est bien là pour affirmer sa domination sur le monde romain. Le globe est aussi associé à la représentation de la victoire, qui est souvent représentée donc par une déesse ailée vêtue d'une longue robe, une déesse qui est debout sur un globe, en signe de domination universelle. Et troisième monnaie, de l'empereur Dioclétien, qui est représenté drapé en consul avec les insignes de sa dignité. Et parmi ces insignes, on a le sceptre dans une main et aussi le globe dans l'autre. Au Moyen-Âge, le globe est surmonté ou marqué désormais d'une croix et il est converti donc en symbole chrétien, attribut du Dieu Tout-Puissant ou du Christ en majesté, comme de nombreuses miniatures l'attestent. Sur cette miniature, qui illustre le traité de Gossuin de Metz, L'image du monde, qui était un ouvrage de vulgarisation scientifique, un véritable best-seller, on voit le Christ en majesté, ici, représenté, un globe à la main, et au-dessus des sphères concentriques de l'univers. Le globe crucigère devient également l'un des symboles des empereurs byzantins, carolingiens, ottoniens et de leurs successeurs. Sur les monnaies ou les sceaux, dans les miniatures des manuscrits, les empereurs sont représentés en majesté, le globe à la main. En particulier, là vous avez sur cette diapo à la fois donc un empereur byzantin, Justinien, qui tient un globe marqué du mot Pax et d'une croix. Vous avez un empereur du Saint-Empire romain germanique qui se voit remettre les attributs, les insignes de son pouvoir, un sceptre et un globe crucigère, et puis la fameuse Reichsapfel, littéralement la pomme d'empire, qui est l'un des insignes du pouvoir des empereurs et qui est conservé à Vienne actuellement. Une statuette équestre en bronze qui est conservée au Louvre et qui a été exécutée au IXe siècle sous le règne de Charles le Chauve, petit-fils de Charlemagne, illustre en particulier ce transfert du symbole des empereurs romains aux monarques de l'Occident médiéval, puisque vous y voyez
un monarque chrétien qui, à l'instar d'un empereur romain, tient un orbe dans sa main. Et cet usage s'étend à la Renaissance à de nombreux princes, tels les rois d'Espagne, de Pologne ou d'Angleterre. Ce tableau donc représente Élisabeth Ier, victorieuse de l'armada espagnole, en impératrice du monde, la main posée sur une sphère terrestre figurée au premier plan. En Orient également, par un phénomène de contamination, on pourrait dire, la sphère du monde, parfois surmontée d'un croissant, est adoptée au XVIIe siècle par les souverains mongols, non comme un régalia au sens propre, mais comme un signe de leur aspiration à être conquérants au roi du monde. Et donc dans cette miniature, vous avez le roi Jahangir, debout sur un globe terrestre, qui embrasse et prend sous sa protection son voisin iranien, le Shah Abbas. Et ils sont tous deux représentés donc sur un globe. Un globe dont on voit la géographie, c'est l'ancien monde en fait. On n'a pas sur ce globe ne sont représentés que l'Europe, l'Afrique et l'Asie. De leur côté, les rois de France, s'ils n'intègrent pas le globe aux insignes de leur pouvoir, accordent néanmoins une place originale au XVIIe siècle à l'orbe du monde au sein de l'iconologie qui célèbre leur puissance. Le roi Henri IV est représenté ici chevauchant un globe terrestre où l'on reconnaît les contours de l'Eurasie et de l'Afrique. Ailleurs, sur d'autres images, on le figure en Hercule François, terrassant d'une main l'hydre de la discorde et tenant de l'autre un orbe indéfini, à la manière de la Reichsapfel des empereurs germaniques. Sous Louis XIV, l'approche est profondément renouvelée par la symbolique du roi Soleil. Sur certaines médailles, frappées pour commémorer les grandes dates de son règne, le roi apparaît sous les traits d'Apollon, assis sur le globe, ou comme ici, parcourant le ciel avec son char, illuminant de ses rayons bienfaisants un globe terrestre orné des 3 fleurs de lys, symbole de la Trinité chrétienne, mais aussi emblème des rois de France depuis le Moyen-Âge. Plusieurs ministres de Louis XIII et de Louis XIV se sont aussi fait représenter avec un globe, témoin de leur puissance, mais aussi de l'ampleur de la charge qui leur est confiée. Ainsi, ce portrait de Colbert, qui est peint en 1666 par Claude Lefebvre, on y trouve à l'arrière-plan, à droite, un pendule ouvragé surmonté d'un atlas portant la sphère du monde. Sphère du monde qui symbolise tout à la fois la constance du grand commis au service du souverain, la vocation universelle de sa politique et le poids de la charge qui pèse sur ses épaules. À partir de la Renaissance, à cette symbolique traditionnelle du globe, mais dont on voit qu'elle a évolué, donc à cette symbolique traditionnelle du globe comme objet incarnant le pouvoir souverain, s'ajoutent d'autres dimensions qui se déploient de manière variée sur de nombreux supports. Hérité de l'Antiquité, le thème de la sphère du monde comme objet de méditation philosophique apparaît très tôt à la Renaissance. Elle est traitée au moins de 2 manières. Je ne vais pas aller trop vite. On retrouve le globe figuré selon une tradition remontant à la période hellénistique dans un dessin attribué au peintre Piero Buonaccorsi, collaborateur de Raphaël. Tout comme dans la mosaïque des philosophes, qui date du IIe siècle après Jésus-Christ et qui a été retrouvée près de Pompéi, donc qui date du 1er siècle et qui a été retrouvée près de Pompéi. Le dessin représente un groupe de savants discutant avec vivacité autour d'une sphère dont la nature reste indéfinie. On ne sait pas si c'est un globe céleste ou si c'est un globe terrestre. Sous un angle plus novateur, appelé à une vogue durable dans toute l'Europe, la sphère terrestre apparaît sur de nombreuses peintures ou gravures des XVIe et XVIIe siècles, associées à 2 philosophes antiques aux conceptions opposées, Héraclite et Démocrite. L'un étant connu pour rire de la misère du monde, tandis que l'autre
au contraire, était connu pour pleurer face aux désastres de la vie humaine. Modèle réduit de l'univers, le globe à la Renaissance en vient à incarner l'aspiration à la connaissance universelle. Il s'impose dans l'art du portrait comme l'attribut des spécialistes qui en font usage, tel l'astronome peint par Vermeer en 1668-69. J'ai indiqué en relation sur la même diapositive le globe céleste de Jodocus-Hondius, dont on sait par le travail des historiens de l'art qu'il a servi de modèle en fait à Vermeer. Donc le globe devient un attribut des spécialistes qui font usage du globe, comme l'astronome, mais aussi le géographe. Et on a ce portrait de Mercator qu'on retrouve dans les pages préliminaires de son atlas. Mercator avec le globe en main et pointant le compas sur le globe. Mais on le trouve aussi associé plus généralement à tous ceux qui se dédient aux arts et aux sciences. On va le trouver dans des portraits d'humanistes, d'hommes de lettres, de naturalistes, de physiciens, d'architectes, de sculpteurs, de philosophes ou même de protecteurs des arts et des sciences. Et donc là, j'ai choisi 2 portraits qui sont assez significatifs. Le philosophe d'Alembert et la marquise de Pompadour, qui se font donc représenter tous les deux avec en arrière-plan un globe dont on ne sait pas s'il est terrestre ou céleste d'ailleurs. Les globes également entrent comme objet d'étude ou d'ornement dans les lieux de savoir, comme on peut le voir sur cette gravure représentant la bibliothèque de l'Université de Leyde aux Pays-Bas. On y voit 2 paires de globes. L'une est rangée au haut de cette armoire sur des capuches et l'autre est posée sur une table à la disposition des lecteurs, et on voit que 2 lecteurs s'affairent autour d'un de ces globes. On peut noter d'ailleurs que les grands globes de Coronelli, qui ont été offerts en 1683 à Louis XIV, ont été exposés pendant une dizaine d'années entre 1705 et 1715 à Marly, dans sa résidence privée, et qu'en fait, ensuite, ils ont été transportés à Paris et qu'ils sont rentrés dans les collections de la Bibliothèque nationale Bibliothèque royale, en 1722. Et à ce moment-là, on les a fait rentrer parce qu'on considérait que c'était un ornement majeur, en fait, de la bibliothèque. Alors, on a vu le globe comme symbole du pouvoir souverain, comme symbole de la connaissance. On arrive à présent à une dernière thématique qui est nouvelle à la Renaissance. Le champ sémantique de la sphère dans l'iconographie occidentale subit une inflexion importante au cours du XVIe siècle, lorsque le globe, qui est une forme iconique facile à représenter et à identifier, est intégré au vocabulaire graphique pour porter des interrogations métaphysiques, morales ou satiriques, faisant écho à l'éclatement de la chrétienté occidentale, aux guerres de religion et au désordre qui en résulta. D'une image éminemment positive léguée par l'Antiquité, on passa à une vision ambivalente exprimée dans plusieurs genres iconographiques. Cet élargissement sémantique s'appuie sur une réinterprétation des conceptions aristotéliciennes sur la structure du monde, qui furent adoptées en grande partie par l'Église occidentale dès le XIIIe siècle. Pour Aristote, l'univers constitué d'un emboîtement de sphères centré sur une terre sphérique et immobile se partageait entre un monde supralunaire, au-delà de la Lune, qui était supposé parfait et incorruptible, alors que le monde sublunaire, incluant chaque aspect de la vie terrestre, était voué au changement et à la destruction. Le globe occupe ainsi une place centrale dans les gravures consacrées au thème du monde renversé. Le monde d'après la chute d'Adam et Ève, chassé du paradis, genre qui apparaît dans l'estampe
occidentale au XVIe siècle et qui allie souvent à des fins d'édification morale et religieuse une volonté de satire sociale et politique. Ainsi, dans une gravure, la gravure que vous avez à l'écran, qui est l'œuvre de Crispin de Pars et qui est datée de 1635, on voit un globe dont la croix est fichée en terre et où sont peintes des scènes de meurtre, de vol, de jeu et de débauche. Juché sur le globe, on voit Satan qui soumet à la tentation avec un sac plein de richesses, un fou et la femme qui l'enlace. De part et d'autre se tiennent Démocrite et Héraclite qui assistent impuissants à ce spectacle affligeant. Les angelots qui surmontent la scène rapprochent cette gravure d'une vanité. L'un forme des bulles de savon et l'autre tient un sablier et un crâne. Elle est légèrement floue, je suis désolée, je n'ai pas pu faire mieux. De fait, dans les peintures de vanité qui ont fleuri dans le nord de l'Europe au XVIIe siècle, la présence du globe n'est pas rare. Dans l'Allégorie des vanités, un grand tableau réalisé en 1633 par le peintre flamand Peter Bol, le globe, c'est une sphère terrestre, occupe le centre de la composition. Celle-ci montre une accumulation des vanités humaines. À l'intérieur d'un palais ou bien d'une église en ruine s'entasse en une construction pyramidale une multitude d'objets symbolisant les arts, la gloire, le pouvoir temporel ou spirituel, la richesse et la connaissance. En surplomb, on voit un crâne ironiquement couronné de laurier qui donne toute sa signification à l'œuvre, tout comme le sarcophage qui est à l'arrière-plan et sur laquelle on peut lire l'inscription Vanitati. Le globe terrestre, en position centrale, vaut à la fois comme symbole de la connaissance et comme symbole d'une création soumise depuis la chute d'Adam et Ève à l'éphémère et au transitoire. Pour finir, je terminerai sur les livres d'emblèmes qui ont été publiés principalement dans le nord de l'Europe au XVIe et XVIIe siècle et qui traduisaient les doutes, les interrogations et les espérances religieuses de leurs contemporains en associant des images énigmatiques semées de symboles à des textes courts, des poèmes ou des devises. On y trouve un certain nombre de sphères qui revêtent des formes différentes. Elles sont tantôt de simples boules, tantôt des globes terrestres munis de tous leurs accessoires, tantôt des sphères cosmiques, célestes ou armillaires. Ces sphères, la nature de ces sphères permet de guider aussi à l'interprétation de ces figures souvent énigmatiques. En dernière analyse, l'ambivalence symbolique du globe dans ces livres d'emblèmes semble découler des propriétés physiques de la sphère elle-même. Instabilité et imprévisibilité d'une part, perfection géométrique de l'autre. Réinterprétées sur le plan moral, ces qualités déterminent comme l'avers et le revers d'une même médaille. Boule qui tourne, la sphère symbolise l'inconstance de l'amour. Et vous avez un des emblèmes ici qui illustre l'inconstance féminine. Voilà. Donc, boule qui tourne, la sphère symbolise l'inconstance de l'amour, les revers de la fortune et plus généralement notre monde sublunaire voué à l'impermanence et à la mort, qui est bien, qui est clairement illustré dans cet emblème ici, qui s'intitule Humana Fumus, fumée humaine. Figure géométrique parfaite, la sphère évoque le pouvoir des puissants et le savoir des doctes, tout comme l'œuvre parfaite du Créateur. Et ces deux emblèmes illustrent cette deuxième valeur de la sphère, puisque vous avez dans cet emblème, vous avez un savant qui est perdu dans la contemplation d'une sphère armillaire, et de l'autre côté, vous avez toutes les autres vanités humaines, les richesses, qui sont associées à la mort.
dans l'autre emblème, vous avez une femme qui traverse, qui porte une sphère armillaire sur son dos et qui traverse un fleuve qui est une mer d'adversité, d'après le quatrain qui suit l'image. Et donc, une personne qui traverse la tourmente et qui est soutenue par sa foi dans sa foi en l'œuvre divine, en la religion. Donc ces images renvoient à une vision d'un univers clos et bien ordonné, hérité de Ptolémée et d'Aristote, alors même que les découvertes de Copernic, de Tycho Brahe et de Galilée, qui sont en train d'être réalisées à la même époque, sont en train de faire voler justement cette conception du monde. J'en ai terminé pour ma conférence et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement large et plein d'idées différentes et avec surtout une iconographie très agréable. Et bon, désolé, on a plus de piles dans les... Ah, vous pouvez prendre le mien. Je réponds après. Donc, y a-t-il une question? Oui, enfin des questions, pardon. Merci. Merci pour cette magnifique conférence. J'ai quelques petites rajouts parce que travaillant sur le Portugal, bien sûr, la sphère est partout. Et donc, d'abord, sur l'artiste que j'étudie depuis très longtemps, qui est Francisco de Holanda. Et il fait une création du monde. Et comme il avait lui-même une formation de cartographe auprès de Lopo-Oma, quand il représente la création du monde, il représente une sphère qui est un globe terrestre, avec une vérité, la vérité révélée par les découvertes. Les nouveaux continents sont représentés. Donc c'est absolument passionnant et ça correspondait bien. J'ai bien aimé votre... lorsque vous avez parlé de l'introduction, où on évoquait la création du monde, je ne sais plus, d'un des atlas. Et puis, bien sûr, dans les représentations liées au pouvoir, c'est bien sûr Don Manuel avec la sphère armillaire qui est partout. C'est ça, oui, c'est devenu l'emblème. Qui est partout et qui est répété à l'infini dans la Lectora Nova, qui est les archives, les grands registres d'archives qu'il a fait faire au début du XVIe siècle et qui sont toujours utilisés. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin, il y avait d'autres choses, mais oui, en liaison toujours avec le Portugal, les marchands qui participent de l'expansion et qui représentent, par exemple, Lucarem, qui était de Augsbourg, un marchand qui fait faire comme une sorte d'ex-voto lorsqu'il rentre chez lui, heureux d'avoir échappé à toutes les pestes qui régnaient à l'époque à Lisbonne. Il fait représenter une trinité, une trinité, le Dieu le Père qui fiche la croix sur une sphère réelle et sur l'Inde où il avait commercé. Et ça, c'est un tableau qui est à la Alte Pinakothek de Munich. Enfin voilà, mais c'est des petites choses qui peuvent vous intéresser. Oui, je crois que mon diaporama aurait pu contenir 50 images en plus. Mon diaporama aurait pu contenir 50 images en plus, parce que c'est quand on commence à s'intéresser au globe, on en voit partout, en fait. C'est assez impressionnant comment cette image
s'est diffusé finalement très rapidement à partir du moment où le globe aussi a pu être produit en série et à moindre coût, et qu'il est devenu non pas un objet familier et commun, parce que c'était malgré tout des objets assez onéreux, mais sous sa forme graphique, qui est facilement identifiable, il a absolument envahi effectivement les arts graphiques de toute nature, en fait, hein, de la peinture à la gravure et au livre, on en trouve absolument partout. Une autre question? Dans la reproduction des cartes sphériques, on imagine bien, géométriquement, que les fuseaux permettent d'envelopper la sphère. Reste cependant la question de la figuration géographique sur chacun des fuseaux, de façon que ça fonctionne une fois qu'ils sont... Et ça n'a rien d'évident. Et donc, en fait, oui. On a finalement peu d'éléments d'explication sur comment un géographe ou un astronome réalise en fait une carte du monde ou une carte du ciel en fuseau. Et c'est vrai que Pardon ? C'est une projection, mais en fait, elle est très peu décrite. Hein. Et on a, c'est ce que peut-être je ne l'ai pas bien expliqué, mais on a peu d'éléments. On vous explique comment faire les fuseaux, mais on ne vous explique pas comment vous allez porter les points. Même, on ne vous explique pas comment vous allez mettre les méridiens et les parallèles qui vont ensuite permettre de porter les points. Donc, en fait, ce que laisse... J'ai cité dans la littérature, en tout cas, des historiens, ça n'apparaît pas. En fait, on n'a pas de véritable source avant Robert de Vaugondy au milieu du XVIIIe siècle, à travers les planches de l'encyclopédie et le texte qui les accompagne et qui sont consacrés au globe, où il ne rentre pas véritablement dans le détail. En fait, on a l'impression que c'est quand même un bricolage. Hein, et c'est ce qu'explique le géographe danois, d'origine danoise, dont j'ai cité un passage au début du XIXe siècle. Il explique globalement comment on fait, mais en fait, il déplore le manque de précision en fait, de la technique. Et il appelle à ce que le procédé soit amélioré pour qu'on gagne en précision dans la réalisation de ces fuseaux. Ça serait purement aléatoire, alors ? Non, c'est pas purement aléatoire, mais ça n'a pas le degré d'une précision qui est formalisée mathématiquement. Ça demande que le géographe soit capable de projeter intellectuellement ce qu'il veut représenter. Très bien. C'est complexe. Oui, mais en fait, je trouve peu d'éléments aussi dans la littérature beaucoup plus contemporaine. J'ai cité un traité des projections de la fin du XXe siècle, qui date de 1995, où on évoque ce système des fuseaux en disant qu'il y a deux types de projections que je vous ai indiqué tout à l'heure, mais il y a il y a une formule mathématique, il y a une équation. Voilà, il y a une équation, mais c'est le seul traité des projections qui rentre dans le détail. Et j'ai interrogé récemment une cartographe, mais qui n'a pas eu le temps de me répondre. Peut-être que j'aurai la réponse dans cette semaine, sur comment on fait aujourd'hui pour faire un globe, pour faire la cartographie d'un globe. Je n'ai pas la réponse, je suis désolée. Pourtant, je m'y étais pris un peu à l'avance, mais je n'ai pas eu la réponse.
Étant donné que c'est un genre d'artisanat assez de luxe, de cher, etc., est-il possible que le manque d'informations au-dessus, c'était parce que c'était gardé presque comme un secret? Parce que ce sont des objets qui valent beaucoup. Et donc, si on a inventé un système de projection, peut-être on le garde. Comme on a gardé beaucoup d'artisanat entre les mains et on parle souvent de besoin de passer les secrets par les mains. Et je me demande même que c'est une connaissance qui est aussi plutôt cérébrale, si ce n'est pas un peu de cette manière aussi. Pourquoi on n'a pas édité les livres? Et donc, en lien avec ça, je me demande, c'était souvent lié avec les familles, avec les dynasties, ou eh bien, donc. Oui, vous avez raison, il y a une notion de secret de fabrication. Les deux maisons d'édition concurrentes aux Pays-Bas, les Ondius d'un côté, Ondius Jansenius d'un côté et les Blaeu de l'autre, n'ont rien publié à ce sujet, et probablement parce qu'elles considéraient que c'était un secret de fabrication. Et je me suis beaucoup interrogée pourquoi en France, la production de globes ne démarre que au tournant de 1700, donc au début du XVIIIe siècle. Et en fait, il y a, outre le problème de cette projection un peu particulière qui amène à construire, donc quand même à éclater la géographie du globe sous forme de fuseau et qui n'a rien d'évident, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, en France, on ne savait pas fabriquer des sphères, en fait. Donc, la technique, la production manuelle des sphères, elle n'était pas au point. Et donc, ça peut aussi expliquer pourquoi on n'a pas produit de globe avant le XVIIIe siècle en France. Parce que les savoir-faire n'étaient pas là. L'utilisation ou la confection de cartes locales, pas loin du pôle, nous donne une projection plate ou tangente à la Terre. Et à ce moment-là, une cartographie utilisable directement dans les pointes. Pour les calottes polaires, oui, c'est plus simple, je pense, pour les calottes Oui, polaires. plus on s'écarte de l'équateur, puisque nos intellectuels, ils sont quand même dans les parties tempérées. Mais plus on s'écarte de l'équateur, plus peuvent être utiles les cartographies locales. Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est ne croyez-vous pas que, par exemple, pour les Hollandais, qui fabriquaient les globes, leur intérêt, c'était qu'on en sache le moins possible sur leur technique de construction, hein ? Ça, et c'est pour ça qu'on a très peu d'écrits. C'est secret en fait de fabrication, ça, et pour empêcher toute concurrence ou des choses comme ça, quoi. Oui, tout à fait. Et ils ont été en situation de monopole, effectivement, pendant presque un siècle. C'est bien pour ça qu'ils avaient peur de le perdre, hein. Tout à fait. Mais dans 2 siècles, tout le monde se demandera pourquoi on n'a pas d'éléments sur les pneus d'automobile, parce que Michelin n'a jamais voulu ni se breveter ni écrire. Pardon, moi j'avais une autre question. On a toujours les deux globes, le globe terrestre et le globe céleste. Mais autant le globe terrestre, il peut servir pour la pédagogie, autant le globe céleste, il est plutôt décoratif, non? Parce qu'il n'est pas très utilisable pour la pédagogie, me semble-t-il. Alors, justement, je crois que non. En fait, le système, l'appareillage, les globes n'étaient pas... aujourd'hui, on a l'habitude de globes qui sont montés sur un support qui
au mieux ont un méridien, et c'est tout. Mais à l'époque moderne, les globes ont tout un appareillage qui peut être assez développé, puisqu'ils sont montés sur un support qui comprend une table d'horizon. Ils sont entourés d'un méridien qu'on peut faire bouger sur la table d'horizon, souvent doté d'une boussole, d'un cercle. Non, les deux. Et en fait, donc, il permettait, d'après les usages des globes, qui paraissent, qui sont publiés, qui sont des espèces de petits manuels de mode d'emploi en fait du globe, il permettait de résoudre des problèmes d'astronomie pratique. Voilà. Et ils sont donc ils ont un usage plus étendu qu'aujourd'hui les globes, on s'en sert uniquement pour localiser et pas pour faire aucun calcul, ou même en termes de pédagogie, on s'en sert assez peu. Voilà. Et puis d'autre part, ils avaient une autre fonction. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, ils enregistrent en fait les observations des nouvelles étoiles, on crée de nouvelles constellations. Ils perdent tout à fait cet usage scientifique au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, parce que le nombre d'observations se multiplie, les étoiles, on passe de 1000 étoiles à 30 000 étoiles, et que de toute façon, le système des constellations devient obsolète en fait. On produit à partir des années 1820-1830 des atlas donc qui comprennent une multitude de planches et qui cartographient les étoiles sans même plus les inclure dans des constellations. Voilà. On continue quand même au XIXe siècle à produire des globes qui comprennent les constellations, mais qui sont plutôt destinés à un public d'amateurs. Ce n'est plus un objet scientifique. Et on perd au XIXe siècle l'habitude de produire le globe terrestre et le globe céleste ensemble et de le commercialiser. Donc, ce qui est bien le signe qu'à ce moment-là, le globe céleste perd son intérêt scientifique ou son utilité pratique. Et puis, c'est aussi le moment où, finalement, on sort complètement du système de Ptolémée. On sort du monde clos, centré sur la Terre ou sur le Soleil, pour aller vers des univers infinis et une pluralité de mondes. Voilà. Donc, ils perdent, à ce moment-là, les deux globes perdent, en tant que pairs, leur utilité. Monique. Non, pas du tout. Je crois que tu avais levé le doigt. Christiane, pour changer. Non, moi, c'est juste une observation là pour les enfants, donc il y a à peu près une vingtaine ou trentaine d'années. Il y avait soit, si vous voulez, l'atlas tout plat, on tournait les pages, soit le fameux globe éclairé de l'intérieur. Les enfants voyaient justement, c'était très, très bien pour les enfants. Ça, c'est une innovation qui remonte à la fin le globe éclairé, c'est une innovation qui remonte à la fin du XIXe siècle. Et qui suppose effectivement qu'on puisse introduire une source de lumière à l'intérieur du globe. Voilà. Et qui va se développer surtout après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on a les moyens de construire à la fois on fabrique à ce moment-là, alors c'est une période que je connais moins bien, mais on fabrique des globes en plastique transparent et on peut introduire une source de lumière et en branchant sur le système électrique, on éclaire les globes facilement. Mais c'est une innovation qui remonte à la fin du XIXe siècle et je pense que les premiers globes de ce type, on introduit une source lumineuse qui n'est pas forcément de l'électricité, qui peut être une autre source lumineuse. Toujours dans cette perspective de garder le secret de la construction des globes, est-ce qu'on a conservé les archives de Hondius, des grands éditeurs de globes hollandais, par exemple? Ah, oui. De sources.
Je voulais juste rappeler comme ça, la série des sphères, la série de tapisseries des sphères qui sont conservées en Espagne, hein, mais qui viennent du Portugal, qui d'ailleurs sont difficiles, l'attribution est très compliquée, mais donc qui ont tout cet aspect de liaison avec la mythologie, hein, et donc plus lié à la sphère céleste, hein, mais avec qui était une des séries les plus prestigieuses entre Portugal et Espagne, et qui existe toujours, magnifiquement conservée. Oui, merci beaucoup pour cette information.